Bonjour tout le monde. Dans la capsule vidéo d'aujourd'hui, on va poursuivre notre étude de la CPP, de la courbe des possibilités de production, en étudiant des hypothèses alternatives à la notion de rendement d'échelle décroissant qui pourraient affecter la forme de notre courbe des possibilités de production. Cette capsule vidéo-là, cette théorie-là, n'est pas toujours abordée dans les cours d'économie. Donc, si jamais vous écoutez cette capsule-là et que vous n'êtes pas dans mon cours à moi, vous pouvez prendre le temps d'aller voir votre enseignant ou votre enseignante pour vérifier si c'est des notions qui sont importantes pour votre cours. Si ce n'est pas une notion importante, sentez-vous tout à fait là, à l'aise de sauter directement à la partie 3 de notre courbe des possibilités de production, partie pour laquelle on va étudier les événements macroéconomiques à l'aide de notre modèle. Si vous n'avez pas écouté la partie 1 de notre diapositive, de notre capsule plutôt sur la CPP, je vous invite fortement à le faire pour que vous soyez à l'aise avec les concepts et les notions importantes. Donc, la dernière capsule, on avait vu que la CPP avait une forme concave, une forme arquée vers l'extérieur qui impliquait que plus vous produisez un bien, plus le coût d'opportunité unitaire va augmenter. C'est-à-dire que le premier lapin, par exemple, dans notre modèle de la CPP, était plus facile à produire que le deuxième et que le troisième, etc. Donc, plus vous produisez un bien, plus ça coûte cher le produire. C'est une notion qu'on appelait les rendements d'échelle décroissants, et ça reposait sur l'idée que les ressources humaines sont rares, c'est-à-dire qu'au début, vous utilisez les bons travailleurs, mais que plus vous produisez d'un bien, moins les travailleurs subséquents vont être compétents. Et ça reposait aussi sur l'idée que les ressources naturelles pour la production sont limitées. Au début, vous utilisez les ressources naturelles les plus accessibles, mais si vous voulez produire davantage, eh bien, vous allez devoir trouver des ressources naturelles qui vont être de moins en moins accessibles. Quelqu'un regarde ces hypothèses-là et pourrait me dire, oui, mais Marc-André, moi j'ai des hypothèses alternatives. Qu'est-ce qui se passe si les rendements sont constants ou si les rendements sont croissants? D'abord, les rendements constants. C'est quoi un rendement constant? Eh bien, un rendement constant, c'est l'hypothèse que je suis capable de produire des lapins sans que ça me coûte davantage de fruits. Autrement dit, c'est facile de transférer les travailleurs et le capital d'une industrie à l'autre. Un chasseur de lapins est aussi capable de faire de la cueillette. C'est pas plus difficile cueillir que faire de la chasse. Et donc, à ce moment-là, je peux transférer d'une industrie à l'autre. Ça implique quoi? Ça implique que peu importe le long de ma CPP, le coût d'opportunité unitaire ne change pas. Aucun changement. Est-ce que c'est réaliste ça? Oui et non. Oui, pour certaines industries qui sont très complémentaires. Des industries où vous utilisez par exemple le même capital et les mêmes ressources naturelles et les mêmes genres de travail. Par exemple, une industrie ou enfin un pays où on produirait du blé et du soja. Ah ben là, c'est facile de transférer les facteurs de production. Un tracteur est aussi bien capable de récolter du blé que du soja. Les ressources naturelles ne changent pas vraiment, à part la semence. Vous pouvez semer ça dans le même champ, avec le même engrais, les mêmes fertilisateurs, etc. Et le fermier, lui, le fermier, là, récolter du soja ou du blé, là, aucune différence. Et donc, à ce moment-là, ça pourrait faire du sens, des rendements constants. Le problème avec ça, c'est que dans un pays, il y a très peu de biens qui sont aussi complémentaires que ça. En prenez par exemple un professeur d'économie. Moi, je suis un professeur d'économie. Est-ce que je suis capable d'aller cultiver du blé? Pas du tout. On n'est pas facilement capable de transférer les ressources dans une économie un peu plus complexe. Donc, c'est une hypothèse intéressante, mais c'est une hypothèse aussi qui est probablement irréaliste. Vous avez une deuxième hypothèse, beaucoup plus intéressante celle-là, et c'est la notion des rendements croissants. Les rendements croissants, ça stipule que le coût d'opportunité pour la production d'un bien est décroissant. Plus je produis un bien,
plus le sacrifice diminue. Pourquoi? Parce que vous prenez de l'expérience, vous devenez meilleur, vous optimisez la façon dont vous produisez. Il y a plusieurs entreprises dans le monde, surtout des multinationales, des très grandes entreprises, dont la rentabilité repose sur le phénomène des rendements croissants. Prenez une entreprise comme Amazon. Amazon font quoi? Amazon livre. C'est une chaîne de livraison, Amazon essentiellement. Là. Amazon prend des biens que vous commandez et les emmène à votre porte. Eux, leur production repose sur les rendements croissants. Plus qu'ils sont capables de livrer de marchandises, plus qu'ils sont capables d'optimiser les routes de leurs chauffeurs pour faire diminuer les coûts de livraison. OK, donc les rendements croissants, plus qu'on produit de biens, plus qu'Amazon livre de paquets, moins les paquets coûtent cher à livrer. Même chose pour une entreprise comme Tesla. Les premières années de Tesla, Tesla n'était pas rentable. Aujourd'hui, Tesla est la plus grande entreprise de production automobile au monde. Mais, dans ses premières années, ne faisait pas de profit. Pourquoi? Parce qu'Elon Musk disait on a besoin d'un grand volume. Plus que je produis de Tesla, plus que je suis capable d'optimiser mon espace de production et d'augmenter ma rentabilité. Ça, c'est les rendements croissants. Ça fait beaucoup de sens. Le problème, c'est que les rendements croissants, ça s'applique surtout aux industries naissantes, aux industries qui commencent à produire. Mais une industrie mature. Aujourd'hui, Tesla, elle n'est plus dans le contexte des rendements décroissants. Aujourd'hui, Tesla fait face à une grande rareté des matériaux de production, les métaux rares pour produire des batteries, les techniciens qualifiés pour assembler des Tesla. Donc, quand votre entreprise arrive à maturité, les rendements croissants, l'hypothèse des rendements croissants devient moins pertinente. Nous, dans notre modèle économique qu'on va étudier, on va faire semblant que les rendements croissants n'existent pas. En microéconomie, si vous faites des cours additionnels, donc à l'université ou en technique là, au cégep, vous allez voir des modèles plus sophistiqués qui vont prendre en compte les rendements croissants pour les industries naissantes. Donc voilà, c'était les hypothèses alternatives que vous pouvez faire sur la CPP et qui vont en affecter la forme. Nous, pour la suite, on va laisser ces hypothèses-là de côté et on va vraiment faire semblant que la seule hypothèse pertinente, c'est l'hypothèse des rendements d'échelle décroissants et une hypothèse qui fait en sorte que notre courbe des possibilités de production elle est concave. Si vous voulez vous pratiquer avec ces différentes hypothèses-là, vous pouvez aller, et pour la notion aussi des coûts d'opportunité, donc pour la notion des coûts d'opportunité et pour l'hypothèse alternative, vous pouvez faire les exercices de révision dans notre manuel d'exercice, les questions à choix multiples 9 à 11, 21 à 23, les questions à court développement 35 à 37 et les problèmes 41 à 43. Vous avez également en classe, donc en classe, on va faire nos séries d'exercices 1, 2 et 3 pour le chapitre 1. Et dans la prochaine capsule, on va commencer à s'intéresser à des notions de comment on peut utiliser le modèle de la CPP pour étudier la croissance économique et analyser des événements macroéconomiques.